cette deuxième partie. Donc vous avez vu la première partie avec M. Lefreri, qui concerne essentiellement tout ce qui est écologie générale. Je pense qu'il a plutôt axé sur l'écologie végétale. Dans cette partie-là, moi je vais plutôt traiter de l'écologie générale et je vais vous donner surtout des exemples en ce qui concerne les animaux. Première séance, ça va être surtout des rappels, ça va être des introductions. On commence par la définition de l'écologie. Et l'écologie, c'est un mot qui a été inventé, si vous voulez, ou bien cité pour la première fois par un biologiste allemand qui est Haeckel en 1866 dans son ouvrage intitulé Morphologie générale des organismes. Donc c'est un mot qui a été mis sur table il y a très longtemps, c'est-à-dire dans un sens large, la science des conditions d'existence. Donc l'écologie, c'est la science qui s'intéresse aux interactions entre les êtres vivants et leur milieu naturel. Et ce mot-là, il vient essentiellement de latin, ecos et logos. Ecos qui veut dire habitat, la maison, et logos qui veut dire science. Quand on dit écologie, le mot logie, ça veut dire science. Écologie, physiologie, neurologie. Donc la terminaison logie, ça indique exactement une étude ou bien la science. L'objectif de l'écologie, c'est de comprendre les mécanismes qui permettent aux différentes espèces de survivre et de coexister en se partageant ou en se disputant les ressources disponibles. L'espace, le temps, la nourriture, dans ce cas-là c'est l'activité, la thermorégulation aussi, la température d'activité également, c'est une fenêtre, c'est une dimension, c'est notre dimension de l'écologie. Et donc, vous allez voir qu'à travers cette discipline, on va découvrir que l'animal est là, il vit dans un monde à n dimensions. Et il doit utiliser toutes ces dimensions pour pouvoir survivre ou bien assurer la perpétuité de l'espèce. L'écologie, donc, est une science pluridisciplinaire. Ce qui est très important, c'est que l'écologie en elle-même, elle n'est pas une science indépendante, mais c'est une science qui va utiliser d'autres sciences pour expliquer des phénomènes. Surtout que, comme vous le savez bien, dans la nature, les phénomènes ils sont très complexes. Et pour pouvoir les expliquer, on a besoin d'utiliser d'autres disciplines, à savoir par exemple la climatologie, l'hydrologie, tout ce qui est en relation avec de l'eau, l'océanographie, la chimie, la géologie, la pédologie, c'est-à-dire la science du sol, la physiologie, la génétique, l'éthologie c'est la science du comportement, etc. Donc l'écologie, quand il va pour essayer d'expliquer des phénomènes ou des relations entre l'animal et son environnement, ou bien entre le végétal et son environnement, il va avoir recours à plusieurs autres disciplines pour expliquer cette adaptation ou bien expliquer cette capacité de l'animal à survivre dans de telles conditions. Les niveaux d'organisation qui commencent depuis le gène, tout ce qui est génétique, et ça va jusqu'à la biosphère. Donc tout ça, c'est des domaines d'études, des domaines de sciences, et l'écologie, il va s'intéresser essentiellement au domaine supérieur, c'est-à-dire au niveau d'organisation supérieure qui commence à partir généralement de l'individu, sa relation avec l'environnement. Tout ce qui est au-dessus de l'individu, tout ce qui est organes, tissus, cellules et gènes, ça c'est d'autres sciences qui vont assurer surtout la physiologie, la génétique, la biochimie. Donc ce sont d'autres sciences qui vont s'intéresser à cette partie. Mais comme je vous ai dit, l'écologie, elle va pouvoir utiliser même ces niveaux-là pour expliquer la répercussion sur l'organisme. Par exemple, quand un individu il vit dans un milieu, c'est qu'il présente des réponses physiologiques, c'est des réponses génétiques. Tout ça, c'est d'adaptation. Donc l'écologie, il va utiliser ces sciences, mais en fait, en tant qu'écologue, parce que là, il faut faire la différence entre ce qui est entre écologiste et écologue. Un écologue, il va s'intéresser ou bien travailler plutôt sur les populations, les peuplements, les écosystèmes. Donc c'est des niveaux qui sont plus supérieurs, mais aussi qui sont plus complexes. Donc c'est une science qui travaille sur les niveaux supérieurs. Par contre, un biologiste, ou bien la biologie, s'intéresse plutôt au premier niveau,
d'organisation telles la génétique, la biologie moléculaire, l'histologie. Tout ça, c'est à un niveau inférieur. Bien entendu, il n'existe pas de frontières strictes, je viens de le dire. Un écologiste, il va Se ressourcer ou bien avoir des informations à travers la génétique pour expliquer certains phénomènes en relation avec la génétique des populations, en relation avec l'évolution des espèces. Pour expliquer ça, il faut utiliser la génétique, il faut utiliser les gènes, il faut utiliser la biologie moléculaire, d'accord? Il faut utiliser l'ADN. Donc, vous voyez qu'un écologiste, il va avoir recours à d'autres sciences pour pouvoir expliquer la capacité d'adaptation des espèces à leur milieu. Je continue donc sur les niveaux. Je vais commencer par l'individu. Donc l'individu formé d'organes, elle est autonome et peut se reproduire. Donc là, quand je parle de l'individu, c'est différent de l'espèce. Un individu, ça ne veut pas dire une espèce. C'est deux choses différentes. Un individu, c'est un ensemble d'organes. D'accord? Quand je parle de l'espèce, c'est autre chose. On va en parler de la définition de l'espèce après. Donc c'est un individu, c'est un ensemble d'organes qui composent l'individu, qui sont autonomes et peuvent se reproduire. Et le deuxième niveau, c'est la population. Une population, c'est un ensemble d'individus de la même espèce. Donc là, vous voyez, une population, elle est composée d'individus qui appartiennent à la même espèce. Et on parlera par exemple d'une population de chevreuils, c'est-à-dire les gazelles, c'est l'exemple, les chevreuils, ça ressemble un petit peu aux gazelles. De scolites, c'est des coléoptères, des insectes ravageurs de forêt. On parlait également de population de chênes, c'est un arbre, c'est une espèce d'arbre, le chêne vert, le chêne liège, on les a au Maroc. Dans un massif forestier par exemple, les individus d'une population peuvent communiquer entre eux. Parce que quand on parle de la population, comme on a dit, c'est un ensemble d'individus qui appartient à la même espèce et qui occupent un même espace. On ne peut pas parler d'une population composée d'individus qui chacun occupe des espaces différents. Donc c'est la même population, c'est un territoire. C'est ça la population, la définition exacte de la population. C'est pour cela que les individus qui appartiennent à une population, ils communiquent, ils peuvent donc communiquer entre eux. Ils peuvent s'apparier pour se reproduire, puisqu'ils appartiennent à la même espèce. La définition d'une espèce, c'est l'ensemble d'individus qui vivent en même temps dans un même endroit et qui peuvent se reproduire biologiquement. D'accord? Donc ça, c'est la définition exacte et c'est la définition correcte d'une espèce. Le terme se reproduire entre eux. Quand ils ne peuvent pas se reproduire, ce n'est pas la même espèce. Donc s'apparier pour se reproduire, entrer en concurrence pour l'utilisation des ressources communes, c'est ce qu'on appelle la compétition intraspécifique. D'accord? C'est intra. Par contre, quand on parle d'une compétition entre deux espèces différentes, on parle d'une compétition interspécifique. Coopérer, donc ils peuvent entrer en compétition comme ils peuvent coopérer. Est-ce que vous avez des exemples de coopération chez une même espèce par exemple? Quand une troupe de loups se mettent ensemble pour chasser un herbivore. Donc ils se mettent, ils coopèrent pour pouvoir chasser. Donc vous voyez qu'ils peuvent coopérer ensemble pour avoir de la nourriture, surtout les espèces qui vivent en groupe. Les lions, les loups, se transmettre des parasites et des maladies. Ça aussi c'est très important. C'est un monde à part celui-là. C'est la population et non l'individu qui est considéré comme la pièce élémentaire des écosystèmes. Donc quand on parle des écosystèmes, et ça on va voir un petit peu la définition également de l'écosystème. Là, pour l'introduction, c'est surtout des définitions, des concepts pour pouvoir vous mettre dans le bain de l'écologie. Parce qu'après, quand je vous parlerai de l'écosystème, je ne veux plus qu'on me dise c'est quoi un écosystème. Donc l'écosystème, vous devez vraiment savoir c'est quoi une espèce, une population, un écosystème. C'est ça l'écologie. C'est ça la base de l'écologie. Donc c'est la population et non l'individu qui est considéré comme la pièce élémentaire des écosystèmes. L'espèce. On peut définir la notion d'espèce à deux niveaux. C'est-à-dire la définition biologique ou bien le sens biologique de la définition. C'est un ensemble de populations effectivement ou potentiellement interfécondées dans les conditions naturelles et sexuellement isolées des autres populations. Donc c'est un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire ensemble et qui sont séparés des autres, du point de vue reproduction, donc ils ne peuvent pas se reproduire avec d'autres populations. De point de vue taxonomique, en fait, le mot espèce,
ça, il a une définition biologique également, le sens taxonomique. Taxonomie, c'est quoi? C'est la classification qu'on a utilisée pour pouvoir classer les espèces. Et la classification, elle se base sur des niveaux qui sont depuis le règne, on parle du règne animal et du règne végétal, donc les plus grands règnes qu'on a au niveau de la systématique, puis ça descend embranchement, classe, ordre, famille, genre, et puis à la fin, espèce. Comment on désigne une espèce par exemple? La nomenclature des espèces. Je prends l'exemple d'une espèce qui s'appelle Agama. Ça, c'est une espèce de lézard, Agama impalliaris. D'accord? C'est une espèce. C'est le nom de l'espèce. Toujours le nom d'une espèce, il est composé de deux mots. Le genre qui est Agama et le nom de l'espèce qui est impalliaris. Donc ça désigne scientifiquement une seule espèce. Et toujours la même espèce là où il est, qui a été proposée pour pouvoir classer les espèces. On va retrouver par exemple Agama stellium. Donc toujours ça, c'est le genre. C'est ce que vous avez ici, c'est le genre. Et ça, c'est l'espèce. Et la nomenclature, c'est toujours ça commence par le genre. Et ensuite, vous avez l'espèce. La biocénose. Donc après, la définition d'une biocénose, c'est un ensemble de populations, micro-organismes, plantes, animaux, donc tout, vivant dans un endroit donné. Cet endroit est nommé biotope, c'est le milieu physique, et on le définit comme un espace délimité, caractérisé par des conditions physiques et chimiques dont les dominantes sont homogènes. Donc ça, c'est la définition de biotope. Biocénose, biotope. Les deux, ils forment ce qu'on appelle un écosystème. Parce que dans un écosystème, on parle des êtres vivants, et on parle également de leur milieu physique et des interactions avec le milieu physique, mais également les interactions entre eux. C'est pour cela qu'on définit souvent des ensembles plurispécifiques restreints qu'on appelle peuplement ou communauté. Ce qui est très compliqué en écologie, c'est quand on veut étudier une biocénose, c'est-à-dire un ensemble d'individus, ou bien on veut étudier une population. Ce que vous allez remarquer rapidement, c'est comme quand on est sur le terrain, on voit que cette biocénose, ou bien cet individu, ou bien cette population, elle n'est pas indépendante de ce qui l'entoure. À chaque fois qu'on monte de niveau, on trouve que ce niveau-là, il est soumis à l'influence d'un autre niveau. Donc, je vous explique. Par exemple, on va travailler sur une population de poissons. Là, on va travailler sur l'espèce telle, c'est-à-dire une espèce bien précise. Si on veut travailler sur cette espèce-là, le problème, c'est que en écologie, on se confronte à d'autres problèmes. C'est quoi? C'est que l'espèce, comme elle vit dans un milieu, dans un lac par exemple, ou dans une rivière, elle est sous l'influence des facteurs abiotiques du milieu. Donc il est température de l'eau, la turbidité, le débit, la vitesse de l'eau, tout ça, ça va influencer la population. Mais également, elle est sous l'influence des autres espèces qui vivent avec, soit qui sont prédateurs, soit neutres, soit proies. Donc il va vivre en relation avec ses proies, ce qu'il mange, quand il est elle-même prédateur. Il va se cacher parce qu'il va être consommé par d'autres prédateurs supérieurs. Et vous voyez donc toutes ces interactions-là, elles compliquent la situation des études. Généralement, quand on étudie une population, on essaye d'expliquer la population indépendamment. Quelquefois, on va dire qu'on va étudier l'effet de la température sur la population. Mais cela implique qu'on va changer la température, mais les autres facteurs, ils peuvent changer aussi. Quand on change la température de l'eau, qu'est-ce qu'on change également? La température de l'eau, quand il augmente, il peut influencer le taux d'oxygène dans l'eau. Quand on augmente la température pour voir son effet, on influence également l'oxygène. Donc vous voyez que les interactions entre les facteurs, ça complique la situation des études. On ne fait pas ça dans la nature, mais dans des sortes de laboratoires à grande échelle qui nous permettent plus ou moins de contrôler les différents facteurs qui règnent dans le milieu et n'agir ou bien ne le faire modifier qu'un seul pour voir son effet direct sur la population ou bien sur l'individu. C'est toujours compliqué. Toujours quand on arrive à expliquer un phénomène en écologie, on se pose des questions sur d'autres phénomènes. L'écosystème, comme je vous ai dit, c'est la biocénose plus le biotope. Donc les deux, ils composent ce qu'on appelle un écosystème. Qui est la forêt? Qui est les rives droite et les rives gauche? Il y a des interactions. D'accord? Il y a même des interactions avec l'amont, c'est-à-dire la partie montagneuse, là où il y a les sources d'eau,
ou bien la neige qui va couler et qui va former la rivière. Et donc, s'il n'y a pas de neige, la rivière va se dessécher, le débit va diminuer. Donc, elle est toujours sous l'effet des conditions externes. Même si on étudie les poissons dans cette rivière, il faut toujours chercher quels sont les facteurs qui agissent sur, si vous voulez, sur cet écosystème pour pouvoir expliquer certains phénomènes à l'étude d'un milieu délimité. Un peu plus complexe, c'est l'éco-complexe. D'ailleurs, son nom l'indique, c'est un ensemble des systèmes. Les systèmes ne sont pas forcément indépendants entre elles. Il peut par exemple exister des chaînes alimentaires qui passent d'un écosystème à un autre, ou des flux de matière et d'énergie entre les écosystèmes. On définit alors une structure qui est plus grande, une structure plus large, plus importante, c'est l'éco-complexe. Un éco-complexe, donc, c'est un ensemble d'écosystèmes interdépendants où il y a des échanges qui ont été modelés par une histoire écologique ou bien une histoire due à l'activité humaine, une histoire humaine qui est commune. Donc on peut travailler par exemple sur un éco-complexe. Je travaille par exemple sur la rivière avec le barrage qui est construit par l'homme et l'après-barrage, et je travaille également sur tout ce qui entoure ces trois écosystèmes. Donc vous voyez, je travaille sur la rivière en amont, le barrage qui est un lac. Vous voyez qu'on est parti d'un écosystème de rivière où l'eau elle coule,